Y a-t-il une opportunité d'investissement au cours actuel sur GTT? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de ce spécialiste des membranes pour transport de gaz naturel liquéfié. Ça, c'est un marché de porteurs, hein. C'est un leader de ce marché. Donc, hidden champion, champion caché un petit peu. C'est bien connu de l'investisseur particulier français, mais dans le monde, c'est pas si connu que ça. On est sur une magnifique entreprise. Alors, le cours de l'action, du coup, c'est plutôt une ligne droite, hein. Depuis 2016, on est passé de 13 € à 167 €. Donc, plus de fois 12, fois 13. Superbe. Est-ce que ça va continuer? On regarde. Alors, l'évolution de la croissance. En médiane, on était sur 6,4%. Puis, à partir de 2023, accélération fulgurante. Attention, c'est quand même cyclique, hein. Donc, bon, il y a eu évidemment la période exceptionnelle ici. Derrière, on a aussi notre période inflationniste qui est exceptionnelle. On se trouve maintenant à 50% de croissance en rythme annualisé. C'est fort, hein, c'est très très fort. Un peu d'acquisition à signaler, 127 millions d'euros. C'est pas grand-chose. Quand on regarde la market cap. Bon, on est sur une croissance organique plutôt fulgurante, hein, un marché porteur, hein, tout ce qui est, voilà, hein, c'est lié au transport de gaz naturel liquéfié. C'est aussi lié aux sanctions sur le gaz russe, hein, évidemment, ils en profitent. Bon, en tout cas, forte croissance. On veut voir des taux en augmentation, des taux de marge en augmentation quand une forte croissance comme ça. C'est pas le cas, mais bon, les taux sont tellement élevés, hein, les taux de marge que bon, le taux de marge brut était en baisse. Ok, on a 95%. Bon, après, il faut regarder comment ils calculent leur taux de marge brut, hein, évidemment. Taux de marge d'EBITDA, pareil, on est en légère baisse, mais bon, 60%, donc il n'y a rien à dire à ce niveau. 54% de taux de marge net. Et en plus, le taux de marge net, lui, est en augmentation depuis 10 ans. Donc, fabuleux, hein. C'est fabuleux, les marges de cette entreprise. On est sur un dossier archi qualitatif. Mais bon, ça, évidemment, on le savait déjà. Alors, conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a un peu plus de bénéfices nets que de free cash flow. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? On va aller regarder d'abord, est-ce que la société est BFR négatif? Presque, on y est presque. Encore un petit peu de variation favorable du BFR. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Dommage. Si on a un peu de variation favorable du BFR, on sera BFR négatif. Qu'est-ce que ça veut dire d'être BFR négatif? Ça veut dire que ce sont les clients qui payent l'activité, hein, puisque en fait, vous faites payer par vos clients avant de devoir payer les fournisseurs. Donc, on a du cash qui rentre. Et pour financer l'activité, les opérations, on peut se servir du cash qui est déposé par les clients. Et ça indique aussi autre chose, hein. Ça indique qu'on est en situation de force, en fait, et qu'on a le pouvoir de faire payer ses clients et pouvoir de retarder le paiement auprès de ses fournisseurs. Donc, évidemment, ça en dit long sur le positionnement de l'entreprise. Bon, on sera peut-être qu'on sera BFR négatif dans quelques trimestres. En tout cas, à ce niveau-là, c'est quasiment insignifiant, ce DFR. Ensuite, on va aller regarder le niveau de dépenses en capital face aux dépréciations amortissements. Donc, il y a quand même une énorme dépense en capital, hein, et ça s'accélère. A raison, hein, la croissance organique est très, très, très forte, hein. Donc, pour alimenter cette croissance organique, il faut agrandir l'appareil industriel, et c'est ce qu'ils font. Donc, rien à dire, hein, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a du ozone on cash items? Il y en a pour moins 84 millions, donc ça, c'est une dépense cash pour le coup. Bon, tout ça, en fait, ça nous impacte les free cash flow. C'est ce qui explique la différence qui est ici. Bon, qu'est-ce que c'est pas du tout un problème, hein, aucun problème là-dessus d'avoir autant de dépenses en capital. Il faut justement faire pour la croissance future. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, il vaudra mieux utiliser les free cash flow pour être conservateur, mais il n'y aura pas une grande différence, hein, par rapport au PER. De toute façon, donc, on a 10% de différence entre les free cash flow et les bénéfices nets. Alors, est-ce on va regarder le rendement des capitaux investis, donc la rentabilité opérationnelle. Bon, je me méfie un peu de comment c'est calculé, hein, ce rendement des capitaux investis. Après, là, on a vu que les taux de marge sont énormes. On n'est pas hyper intensif en capital, j'ai l'impression. Et on a une excellente rentabilité opérationnelle, ce qui explique pourquoi ce rendement des capitaux investis, il a 66%, ce qui est énorme. Il est en train de rebondir un petit peu. C'est ultra rentable comme entreprise. Donc, du coup, on ne doit pas avoir de dette quand on est aussi rentable, ou alors on peut avoir de la dette quand on fait des acquisitions. Non, en fait, on n'est pas du tout. Il faut quasiment pas d'acquisition et on n'a pas du tout de dette. La trésorerie nette ne fait qu'augmenter. C'est incroyable. Mais en même temps, vous avez une très forte croissance, mais en même temps une très forte rentabilité. Donc, vous pouvez vous autofinancer en allant avec une croissance qui est énorme, et en plus, du coup, vous pouvez dégager du cash. Bon, est-ce que c'est intéressant d'empiler du cash comme ça? Je suis pas sûr, hein, parce que ça, c'est placé en trésorerie.
ça rapporte 2% en zone euro. C'est un peu insignifiant et c'est un coût d'opportunité un peu énorme, hein, pour les actionnaires. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est déjà, est-ce que ça a généré des intérêts? C'est ici. Ça s'accélère, hein. Depuis 2023, ça s'est accéléré évidemment, parce que les taux ont monté. Donc on génère de plus en plus d'intérêts. 75 millions d'euros en cumulé, donc très bien, hein, ça améliore le résultat financier. Maintenant, les taux d'intérêt qu'on touche sur du placement de trésorerie ne sont pas exceptionnels. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre ce cash aux actionnaires? Alors, on va regarder ce qu'ils font, comment ils traitent leurs actionnaires. On est sur 300 millions de free cash flow, 228 millions de dividendes payés. Alors, en réalité, ils ne sont pas du tout radins avec l'actionnaire, hein. On voit qu'on verse quand même 2 tiers des free cash flow en dividendes. Donc, c'est plutôt, ouais, c'est justifié. C'est justifié. En fait, c'est pas une boîte qui il va faire des acquisitions, à mon avis, parce que, en fait, elle ne trouvera pas d'opportunité d'investissement aussi rentable que réinvestir dans l'entreprise en elle-même. Ils réinvestissent déjà à fond les ballons, mais la croissance est tellement énorme que, en fait, ils sont non, c'est plutôt le contraire. Ils ont une énorme rentabilité, la croissance est énorme, mais en fait, la rentabilité est tellement énorme qu'ils peuvent pas réinvestir tout le cash qu'ils dégagent. Donc, il faut rendre aux actionnaires. Donc, bon, vous voyez quand même que ça accélère, hein, c'est le retour aux actionnaires, hein, le dividende est en train d'accélérer. On a un rendement de 3,7%, ce qui est, en fait, c'est excellent parce que c'est une société de croissance avec une rentabilité de société, on va dire déjà un peu, de rendement, hein. 3,7%, c'est excellent. Ils rachètent pas leurs actions, c'est pas forcément, bête, hein, de ne pas racheter ses actions à ce niveau puisque la valorisation, on va le voir après, elle est quand même assez élevée. Bon, au niveau du traitement de l'actionnaire, on n'a pas à se plaindre, hein. On va justement regarder maintenant la valorisation. On va se mettre, allez, en price to free cash flow, hop, voilà. Donc on se paye à 21 fois. Au passage, 21 fois pour une boîte aussi rentable et aussi, en croissance, c'est pas si cher payé. Maintenant, il y a pas de marge de sécurité par rapport à l'historique. On a, 10% de surcote, un peu plus, 15% de surcote, bon, mais, pour moi, ça reste pas si cher, hein. En price earning, on se paye, 18 fois. Bon, enfin, quand on voit la croissance, honnêtement, je trouve pas ça si cher payé, hein. Bon, après, on peut prendre les estimations des analystes, chose que je ne fais jamais parce que les analystes, se trompent souvent. On peut regarder les prévisions des analystes en termes de PER. Eh bien, là, par rapport aux 12 prochains mois, aux multiples forward, eh bien, on est des côtés de, 15-20%. Maintenant, quel crédit vous accordez, aux prévisions des analystes, je ne sais pas. Et puis avec une telle croissance, c'est facile de se tromper et de faire un peu moins que prévu parce que, voilà, ça va très, très vite. Donc, conclusion du dossier GTT, c'est très, très bien, hein. C'est pas hyper cher. C'est cher, mais c'est justifié que ça soit aussi cher, avec une rentabilité énorme, une croissance énorme et un rendement du dividende qui est énorme. Enfin, qui est énorme, pardon, qui est convenable, quoi, qui est très élevé pour, une boîte de croissance. Donc, moi, j'investirais pas dans ce genre d'entreprise parce que je suis pas un investisseur dans la croissance. Mais si j'étais investisseur en croissance, ça serait, une de mes principales positions, je pense, hein, vu la qualité du dossier. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, faites vos propres recherches. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!